m'avez proposé d'intervenir, cher Philippe Bailly, pour venir parler de la spécificité, de la responsabilité du service public. J'ai eu envie de commencer par vous parler de Move. Move qui est, pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas encore, c'est la radio pour les jeunes du service public. Et il y a 4 ans, elle a fait un pari audacieux. Elle a choisi de recommencer à zéro, de passer d'une culture rock pour investir la culture hip-hop, changer d'identité pour mieux coller à la génération à laquelle elle voulait parler. C'était un choix audacieux et c'était un bon choix parce que même si encore aujourd'hui, certains nous demandent en quoi le rap et le hip-hop, avec leurs textes parfois politiquement incorrects, ont à voir avec le service public, pour nous, c'est une radio qui a fait le choix de se saisir du code des jeunes pour pouvoir leur parler. Et notre vocation, c'est de parler à toutes les générations et à tous les Français. Et pour leur parler, conscience citoyenne, engagement écologique, respect des autres, égalité entre les sexes, lutte contre la désinformation, il faut d'abord faire le chemin jusqu'à eux, qu'ils soient sur YouTube, sur Snapchat, TikTok ou Twitch. Nous allons aussi sur ces plateformes pour leur faire découvrir nos marques et nos contenus avant qu'ils viennent à nous. Et comme c'est une génération qui est active, c'est une génération qui ne veut pas voir pour croire, mais qui veut faire pour adhérer, on leur propose de faire leur propre radio, de décortiquer eux-mêmes les interventions, d'intervenir dans des formats de débat, de manière à les faire venir à nous. Et je pense que les résultats d'audience qui ont été rendus publics hier montrent que cette stratégie marque, puisque cette chaîne-là a gagné 100 000 auditeurs sur une année. Et on voit que sur les autres chaînes du groupe, la même stratégie qu'on applique marche aussi. Et France Inter, par exemple, qui est la première radio de France, c'est une chaîne qui se développe parce qu'elle est écoutée par toutes les générations et notamment par plus de 1 million de moins de 30 ans. Ce sont des records historiques et c'est à la fois un signe très encourageant pour l'avenir du média radio. Et c'est aussi ce qui se passe à France Culture est aussi un signe révélateur autant qu'exceptionnel, puisque en cette rentrée, cette chaîne très spécifique du service public a battu tous les records d'audience sur la radio, sur le numérique, avec des auditeurs plus jeunes, plus nombreux, qui écoutent plus longtemps. Et ce succès s'explique par le fait que les équipes de France Culture ont cherché à casser les carcans de la culture ces dernières années, ont cherché à transmettre le plaisir qu'ils ont à parler de savoir et de connaissances, à innover sur toutes les formes de programmes, également sur la fiction, où ils développent des séries natives qui sont devenues addictives, où ils mêlent la modernité des sujets avec un savoir-faire de création sonore et d'écriture nouvelle. On voulait que la culture devienne l'affaire de tous, et je pense qu'avec les résultats de France Culture, qui gagne de plus en plus d'auditeurs, on est en train de gagner progressivement ce pari qui est un peu fou. Aujourd'hui, Radio France, avec l'ensemble de ces 7 chaînes de radio, est écoutée chaque jour par presque 15 millions de Français. Jamais les radios du service public n'ont occupé une telle place dans le paysage radiophonique en France. Et elles le font sans rien céder dans leur exigence, leur ambition et surtout la qualité de leur contenu. Et c'est très important pour nous de voir que les Français adhèrent à nos propositions éditoriales parce que je pense que quelle que soit la qualité des contenus que l'on propose, le service public n'est pas utile s'il n'est pas de plein pied dans la société. Il doit pouvoir parler à tous les Français avec leur langage. Il doit pouvoir investir les formats qu'il plébiscite aujourd'hui. Et c'est ce qui explique que Radio France se soit engagée dans une transformation d'ampleur avec évidemment le numérique en toile de fond, puisque vous le savez tous ici, le numérique change profondément les usages, en particulier de la radio, et nos différentes chaînes ont fait le choix de s'inscrire pleinement dans cette dynamique. En début de semaine, on a franchi le seuil symbolique de 2 milliards d'écoutes de nos contenus sur le numérique depuis le début de l'année. On avait franchi le milliard au mois de juin. C'est la première fois qu'on franchit ce niveau-là, et ce qui montre qu'on est vraiment engagé dans une accélération extrêmement forte des usages. Et cette évolution-là, elle comporte 3
caractéristiques. La première, majeure, c'est que sur le numérique, la radio s'écoute aussi bien en direct qu'à la demande. Et ça a plusieurs conséquences extrêmement concrètes. La première, sur la chronologie entre le direct de la radio et le numérique. Et nous jouons aujourd'hui très largement sur la chronologie entre ce qu'on met en premier sur l'antenne au direct, avec ensuite la réécoute à la radio, à la réécoute sur le numérique, ou au contraire, on met d'abord les choses en exclusivité sur le numérique avant de les donner à écouter sur nos chaînes. Ça change aussi la manière dont on valorise nos contenus, parce que plus un contenu est fort, et plus il se réécoute dans le temps. Et on passe progressivement d'un média de flux, d'écoute en direct, à un média de stock, avec de la mémoire et de la profondeur dans le temps. Et enfin, cela ouvre aussi la voie à des formats natifs qui sont soit réservés, soit diffusés en priorité, comme je l'ai dit, sur le numérique. Aujourd'hui, ce qu'on constate et ce sur quoi on travaille, c'est le fait qu'il n'y a plus une écoute, mais des écoutes, parce qu'un même auditeur peut attendre, selon les moments, que la radio le guide, c'est la radio en direct, qu'elle le suive, c'est la radio à la carte personnalisée, ou alors qu'elle rassemble, c'est la radio pour tous, ou enfin qu'elle distingue, et ça c'est l'offre personnalisée, avec des contenus qui peuvent être plus ou moins exclusifs, selon l'approche affinitaire qu'on peut choisir. Deuxième marqueur fort de cette évolution numérique, c'est le fait que sur les téléphones mobiles, la radio s'écoute autant qu'elle se regarde et qu'elle se commente. Et la conception même de nos programmes n'est plus la même et doit intégrer cette dimension très forte d'interactivité qui existe chez les auditeurs. C'est une véritable évolution de la posture du public qui est l'un des marqueurs les plus forts de notre époque et pour nous les médias, et tout à l'heure c'était l'un des sujets de la table ronde qui précédait. Je pense que cette évolution-là est extrêmement importante pour nous tous, puisque aujourd'hui le public a tous les outils pour interagir, interpeller, émettre, et ça nous sollicite beaucoup à la fois pour apporter la preuve, nous médias, de notre valeur ajoutée, puisque chacun peut être source de contenu, mais aussi ça change le métier des hommes et des femmes de médias qui font les contenus, puisqu'ils sont appelés à être engagés désormais sans discontinuer pour défendre leur contenu, expliquer leurs choix lorsqu'ils sont interpellés par exemple sur les réseaux sociaux. Donc ça change très fortement le positionnement de ceux qui font nos contenus aussi à l'antenne. Troisième évolution, c'est la commande vocale. Puisque cette commande vocale, les assistants vocaux sont en train d'ouvrir un champ des possibles absolument considérable pour la radio, pour ce média du son et de l'audio que nous sommes. Et nous venons par exemple de lancer un nouvel usage localisé sur les enceintes connectées pour faire du commentaire sportif en fonction de l'équipe à laquelle vous adhérez dans votre localité. Et demain, avec ces assistants personnels, on est capable d'imaginer des services localisés, une information plus localisée aussi. Il y a un champ d'investissement et d'innovation qui est absolument considérable. Mais derrière toutes ces évolutions, je pense que la question la plus forte pour nous, médias, c'est celle de notre lien au public et aux Français. Et nos médias de service public en particulier ont une vocation, c'est de rassembler autour de valeurs partagées, de vérité des faits, de débat d'idées, plus que d'opinions, et là je réagis aussi à ce qui vient d'être dit à l'instant, pour essayer de créer les conditions d'un débat qui soit apaisé, pour essayer aussi de porter la diversité de la création de la culture et donner aux citoyens les clés de son engagement. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'un des succès de France Inter, c'est que cette chaîne fait vivre un esprit France Inter qui est devenu prescripteur auprès de toutes les générations, avec à la fois une liberté de ton, de l'audace, de la modernité, un souci d'engagement et surtout un point de vue sur le monde. Et je pense que chacune de nos chaînes aujourd'hui de service public a une identité qui est très forte, une mission qui est forte, qui est spécifique, et aussi une identité éditoriale qui est assumée et qui s'entend. Et c'est la raison pour laquelle, malgré le contexte économique extrêmement contraint qu'on connaît, j'ai choisi de maintenir chacune de nos chaînes parce qu'elle investit à la fois une mission et un point de vue aussi sur le monde, un point de vue d'émetteur. Et ce point de vue d'émetteur qui fait qu'on éditorialise nos offres,
qu'on est un média d'offres, on doit continuer à l'être également sur le numérique. Et tout le risque qu'on a devant nous, c'est de se voir désintermédier et plus être en capacité de jouer ce rôle prescripteur qui est celui de nos chaînes. C'est la raison pour laquelle on a développé un univers numérique, l'application Radio France, qui donne un accès exclusif à tout notre patrimoine radiophonique, culturel et musical qui est sans équivalent en France. Parce que, vous le savez tous, la puissance sur le numérique passe par la variété, la richesse, l'éditorialisation des contenus. Et on va aller encore plus loin cette année, on va franchir une étape de plus en personnalisant l'accès à nos contenus parce que ça doit nous permettre de créer des passerelles entre les offres différentes de nos chaînes, de pouvoir faire des recommandations et donc de continuer à jouer sur le numérique ce rôle prescripteur. On ne peut pas se borner à laisser d'autres distributeurs faire des choix de mise en avant de nos contenus qui ne sont pas forcément fondés sur les valeurs que nous, on souhaite promouvoir sur nos antennes numériques. Donc, je dirais que d'ici 2034, puisque c'est l'horizon de réflexion que vous avez fixé pour cette journée, tout est possible, puisque notre univers se transforme de manière extrêmement rapide. C'est d'ailleurs ce qui le rend passionnant et stimulant pour nous tous. Et on voit qu'il évolue au rythme des progrès technologiques et en miroir de l'évolution des usages qui est extrêmement intense. Et je pense que s'il y a une chose qui ne changera pas, c'est le sens de ce que l'on fait, le sens de nos missions. Et c'est aussi la force du service public, c'est d'être sûr de ses missions et de son positionnement. Et son positionnement, c'est de faire vivre la société autour de valeurs qui fédèrent et qui créent le vivre ensemble. Dès lors, pour être à la hauteur de ce défi, de ce mission, on n'a pas le choix que de se transformer, d'investir sur l'évolution de nos techniques, d'investir sur la formation de toutes nos équipes et de continuer une transformation dans laquelle Radio France est pleinement engagée aujourd'hui. Merci infiniment, Sylvie Veil. L'univers des possibles s'ouvre donc pour 2034. Quelques questions très rapidement avec vous. Vous l'aurez forcément remarqué, dans le Figaro ce matin, 4 CEO de l'audiovisuel privé français hurlent un petit peu contre le projet de loi, soyons francs, en cours, et notamment Alain Veil, qui trouve que la radio a été la grande oubliée, finalement, de cette loi à venir. Est-ce que c'est aussi votre opinion ? Je pense que dans ce projet de loi audiovisuelle, il y a une dimension qui est extrêmement importante, c'est celle du rééquilibrage entre les acteurs de médias traditionnels et les nouveaux acteurs qui interviennent. Ce rééquilibrage, il a été extrêmement pensé pour toute la partie audiovisuelle, télévision. Pour la radio, c'est un enjeu qui est fondamental aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que les contenus audio ont de la valeur autant qu'en ont les contenus vidéo. Ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire que nos contenus puissent être piratés, puissent être aussi déformés dans leur intégrité quand ils sont repris sur des plateformes qui les modifient pour pouvoir les insérer dans leur catalogue. Donc c'est tout à fait normal que nos contenus qui ont de la valeur, on puisse donner notre autorisation à minima avant qu'ils soient repris. Dit autrement, ils ne doivent pas pouvoir être piratés, ils ne doivent pas pouvoir être repris par des tiers si on n'en a pas donné l'autorisation. Et c'est aussi une manière de continuer à soutenir la création de valeur dans ce secteur, parce que si on ne respecte pas les droits des auteurs, des interprètes, des éditeurs et des producteurs, on ne pourra pas continuer à créer des contenus qui ont de la valeur. Je pense que c'est ça l'enjeu fondamental aussi qui était exprimé sur les adaptations que le secteur de l'audio dont il doit pouvoir bénéficier à l'occasion de ce projet de loi. Mais la transformation de la filière audio, ou plus exactement le passage à une filière audio dans laquelle il y a des éditeurs d'un côté, des distributeurs de l'autre, ça n'est pas traité. Et avec les conséquences en termes potentiellement de régulation des distributeurs par le CSA, de liens contractuels entre vous et ces plateformes, etc., ça n'est pas dans le projet de loi. Aujourd'hui, ces éléments ne figurent pas dans le projet de loi, et je pense que Monsieur le Président du CSA ne me contredira pas. Mais les réflexions sont évidemment en cours. On voit qu'il y a une évolution. Moi, je constate qu'aujourd'hui, la force du modèle de Radio France, c'est qu'elle est à la fois auteur, producteur, c'est-à-dire qu'on produit en interne avec des savoir-faire très spécifiques tous nos contenus.
on éditorialise, et c'est indispensable pour qu'on continue à jouer notre rôle de média, et on distribue, ce qui nous permet de garder le lien avec le français, avec les Français dans leur ensemble. Et cette chaîne de valeur, on voit d'ailleurs que sur le numérique, les acteurs qui sont les plus puissants, pour acquérir cette puissance-là, ils s'efforcent de maîtriser d'ailleurs de plus en plus tous les maillons de la chaîne. Donc je pense que le modèle d'acteur intégré, c'est un peu votre question, il a vocation à perdurer, y compris dans le secteur de l'audio, même si on voit qu'il y a des acteurs qui investissent plus ou moins aujourd'hui différents maillons de cette chaîne de valeur, ce qui est plutôt positif puisque ça suscite la création, l'émulation de nouveaux acteurs qui créent des contenus, et ça peut être que positif aussi pour soutenir la diffusion de contenus audio. Une toute dernière question aussi sur celle-là, sur les quotas de chansons francophones en radio. Alors, Radio France a un régime différent de celui des éditeurs privés, mais sur le fond, la question c'est, est-ce que à fixer des quotas, éventuellement à les complexifier, ce qui a été fait en 2016, enfin à les compléter ou complexifier selon le point de vue, ce qui a été fait en 2016, est-ce qu'à la fin on promeut et on protège effectivement l'industrie musicale française, et est-ce qu'on ne pénalise pas les audiences des radios musicales? Nous, en tout cas, on observe depuis 3 ans, vague après vague, que les radios musicales françaises perdent de l'audience, et plus que les stations généralistes. Enfin, on dirait qu'il y a un problème quand même à un moment de compétitivité, ou en tout cas d'attractivité pour l'auditeur. Alors moi, je vais vous donner le point de vue du diffuseur public. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de mettre à l'honneur des artistes français, les accompagner dans toute leur diversité, c'est aussi notre rôle. Ça permet de soutenir aussi une scène artistique qui réussit extrêmement bien. Et si aujourd'hui il y a autant d'artistes français parmi les artistes les plus écoutés en France, c'est parce qu'il y a des médias pour les soutenir. Donc je pense que c'est indispensable. Le fait qu'ils chantent en français, c'est important ? Le fait qu'il y ait une création française, la scène hip-hop est extrêmement forte. On a vu aux Victoires de la musique l'an dernier. La scène rock française, elle chante pas forcément. La scène rock ou électro française ne chante pas forcément en français. Pas forcément en français, mais en tout cas des artistes français, les soutenir parce que ça soutient aussi une culture, une création, une dynamique qui est très forte et qui est là. Et je pense que par ailleurs, les radios musicales qui ont une forte identité, y compris quand elles sont engagées dans la promotion de la diversité des artistes, réussissent. L'exemple chez nous, c'est FIP. FIP, c'est une radio anti-algorithme qui programme des artistes qu'on n'écoute pas ailleurs, des labels indépendants, et qui réussit, au travers de cette ligne-là, avec une personnalité très forte, affirmée, à conquérir un public, alors même qu'elle est très peu diffusée en France. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai souhaité en faire une chaîne aujourd'hui pleinement musicale et qui soit progressivement diffusée au niveau national grâce à ce que va apporter le DAB+. Merci beaucoup.